Quelle semaine nous avons passé sur les matières premières. Vous le savez, l'argent s'est effondré vendredi dernier de plus de 30%. L'or a perdu 10%. L'argent a reperdu ce jeudi 15%. Le pétrole est arrivé à 60 $ avant de remonter. Le gaz naturel a aussi beaucoup perdu. Et alors que le cacao, lui, respire enfin après sa chute. Bonjour à tous, je suis Mathis Mouflet et on se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Allons-y. Alors, on va commencer par parler du pétrole qui est sous pression à cause de l'offre. Vous le savez, les prix du pétrole ont fait du yo-yo cette semaine. On est descendu à environ 60 $ avant de remonter à 70 et cette fois-ci, on se stabilise vers 67 $ à l'heure où je vous parle. L'Inde serait notamment prête à négocier un nouvel accord nucléaire, craignant une tentative de changement de régime par les États-Unis comme ce qu'il s'est passé au Venezuela, ce qui est renforcé par le déploiement militaire de plusieurs porte-avions, dont le Abraham Lincoln. Alors au niveau de la saisonnalité sur le pétrole, on peut voir, on peut voir ici en vert cette année et ensuite la saisonnalité moyenne à 5 ans, le plus haut de 5 ans et le plus bas de 5 ans. Donc ce qu'on voit, c'est que généralement dans les 2 premiers mois de l'année, la saisonnalité est plutôt favorable au prix du pétrole avant d'être plutôt défavorable sur la fin de l'année. Donc on est sur une année globalement assez normale pour le pétrole pour l'instant, légèrement sous-performante. Et on aura ensuite plutôt une phase de consolidation en mars et en avril. Alors évidemment, les performances passées ne présument pas des performances futures, vous le savez, notamment pour la saisonnalité, mais c'est toujours intéressant de voir comment ce type d'actif se comporte dans le temps. Les États-Unis et l'Inde ont signé un accord commercial historique. Washington supprime notamment les droits de douane supplémentaires de 25% sur les produits indiens et réduit le taux standard à 18%. En échange, l'Inde ouvre son marché aux produits américains et s'engage à cesser ses achats de pétrole russe, se tournant vers l'approvisionnement américain. La hausse récente de la demande indienne était motivée par une croissance économique rapide et la réexportation lucrative de produits raffinés, notamment l'achat de pétrole russe à prix réduit et les ventes de dérivés à prix standard. Vous le savez, ce n'est pas le premier deal que fait l'Inde. L'Inde avait notamment fait le Mother of All Deal avec l'Europe quelques semaines plus tôt. Donc vraiment, l'Inde enchaîne les deals. Au niveau des stocks de pétrole, des stocks comparatifs, les stocks, donc vous les voyez ici avec en vert les prix du WTI et ici en orange les stocks comparatifs, donc c'est quels sont les stocks par rapport à l'année précédente, ici il y a 1 an et par rapport à il y a 5 ans. Alors l'échelle est inversée, vous devez regarder ici à gauche, donc si cette courbe est vers le haut, c'est-à-dire que les stocks sont plus faibles qu'il y a 1 an et qu'il y a 5 ans. Donc ce qu'on voit, c'est que les stocks de pétrole brut américains sont plus élevés qu'il y a 1 an. C'est ce qu'on voit ici, ils sont légèrement sous le zéro ici, donc ils sont plus élevés. Par contre, l'écart entre les stocks actuels et la moyenne saisonnière se réduit et par rapport à il y a 5 ans, ils sont toujours très faibles. La Russie anticipe une reprise de la demande au printemps-été et estime que le marché du pétrole reste équilibré, ce qui influence les décisions de production de l'OPEP+, à partir d'avril. Alexander Novak, le ministre russe de l'énergie, souligne que malgré les déclarations indiennes, les échanges physiques de pétrole russe restent inchangés pour l'instant, et notamment même s'il y a eu cet accord entre les États-Unis et l'Inde. Alors on va regarder un petit peu maintenant la balance donc entre l'offre et la demande pour le pétrole. Donc ce qu'on voit, c'est qu'elle est très largement au-dessus de zéro, étant une échelle inversée. Donc le marché pétrole connaît actuellement une offre excédentaire importante, c'est ce qu'on voit ici, qui devrait persister jusqu'en 2026, donc toute l'année 2026, malgré l'instabilité géopolitique au Venezuela, en Iran et en Russie. Donc évidemment, c'est une pression baissière pour le prix du pétrole, vu que l'offre est plus importante. Alors en argent, vous le savez, vendredi on avait perdu 30%.
à peu près 30%. Ce jeudi, on a reperdu 15%. Ce vendredi, on reprend un petit peu, mais bon, ce n'est que 5% par rapport à tout ce qu'on a perdu. L'argent, à l'heure où je vous parle, est environ à 75 $ l'once. Donc on enchaîne un petit peu les cracks sur cracks. L'argent a vécu sa pire journée vendredi dernier avec une chute de 28% et même 36% en intraday et 13, même 15% jeudi. Le marché était extrêmement suracheté avec des indicateurs de risque inversé atteignant des niveaux inédits depuis 2020 et la baisse des réserves d'argent des ETF, possiblement liée à des prises de bénéfices ou à des stratégies pour retirer l'offre physique du marché. C'est ce qu'on voit donc ici sur ce graphique. Donc vous voyez hein, le prix de l'argent ici en gris et les détentions d'argent dans les ETF. Et donc les réserves d'argent dans les ETF ont connu une baisse significative depuis fin décembre, ce qui est une tendance qui coïncide avec la diminution des stocks dans le COMEX. On reviendra sur ces stocks juste après. Donc vous voyez, hein, le prix de l'argent s'est effondré et les ETF en détiennent moins, même si ça se tient quand même plutôt bien pour l'instant de ce côté-là. La Chine maintient une prime élevée donc dans la prime de Shanghai avec une forte préférence des investisseurs pour la livraison physique. Vous le savez, hein, la Chine a besoin d'argent physique et pas d'argent papier. Pourquoi? Eh bien parce que l'argent est indispensable notamment pour la création de panneaux photovoltaïques, hein, donc pour les énergies renouvelables. C'est pour ça qu'il y a toujours une prime dans la bourse de Shanghai qui correspond donc à cette prime de la demande physique. Cette prime était déjà conseillée assez élevée à 5-6 $ et elle est montée extrêmement haut. Actuellement, bon, la donnée est un petit peu datée, mais en début de semaine elle était à 36, elle doit être légèrement moins importante maintenant, mais elle reste extrêmement élevée. La bourse de Shanghai impose une limite quotidienne de 17% sur les fluctuations de prix, ce qui limite la volatilité par rapport au COMEX, et pourtant on a quand même une prime qui est extrêmement élevée. Le marché, comme je vous le disais, était extrêmement suracheté la semaine dernière, avec des indicateurs de risque inversés qui atteignaient des niveaux inédits depuis 2020. On a aussi eu des taux de location de l'argent qui ont chuté vers 0, tandis que les taux de swap à 12 ans sont remontés environ moins 0,5%. Au niveau des stocks sur le COMEX, ils sont en baisse à environ 400 millions d'onces, dont seulement 25% sont des stocks qui sont enregistrés comme étant disponibles pour livraison. Le fonds UBS SDIC Silver Futures Fund, qui est très populaire en Chine, a été réévalué après avoir atteint une prime de 100% par rapport à sa valeur liquidative. Alors on va regarder un petit peu cette histoire des stocks. Donc ici vous voyez les stocks sur le COMEX avec donc en gris le prix de l'argent et en noir en pointillé les stocks sur le COMEX, et ceux-ci sont en chute libre. Mais d'un point de vue historique, en fait, il reste toujours à des niveaux élevés. Donc vous voyez, ils sont en chute libre, mais ils sont toujours globalement plus élevés qu'en 2020 et ils sont à des niveaux qui sont globalement très élevés. Évidemment, cette chute montre qu'il y a une certaine tension, une certaine peur au niveau du silver, mais bon, vous le savez, les prix sont quand même toujours assez hauts, note sur 75 $ l'once, donc bon, c'est aussi pour ça que les stocks sont quand même toujours assez hauts. Cacao, on en parlait depuis des semaines, les prix s'effondraient et s'effondraient et s'effondraient encore. Eh bien, cette semaine, on respire un petit peu, on est vers 4200, 4300 $ la tonne. Donc les prix se stabilisent vers 4200 $ la tonne avec un ralentissement des arrivages dans les ports ivoiriens, possiblement lié à des complications de récolte ou à un manque d'intérêt des exportateurs. Les prix avaient chuté notamment sous 4000 $ la tonne, ce qui était le plus bas depuis 2023. En fait, ça reste quand même relativement élevé par rapport à ce qu'on a connu par le passé, avec une baisse de 30% rien que depuis le début de l'année 2026, et une baisse de 50% depuis les pics de l'année dernière. Ce qui fait du cacao, l'une des matières premières les plus touchées en 2026. Les arrivages en Côte d'Ivoire, donc du 1er octobre au 1er février, totalise 1,23 million de tonnes, ce qui est à peu près la même chose qu'en 2025. Le cacao est actuellement extrêmement survendu selon les indicateurs techniques, mais cette situation pourrait persister
s'il n'y a pas de reprise de la demande ou qu'il y a un signal ou sans signal négatif sur l'offre. Les conditions météo restent favorables pour la récolte principale, qui est actuellement vers la fin, mais un risque de détérioration pourrait impacter la mi-saison, notamment le pic en mai. Mondelez, l'entreprise Mondelez a publié ses résultats aujourd'hui, ça date d'il y a mardi, avec un chiffre d'affaires attendu à 10,3 milliards. Et Mondelez mise notamment sur la baisse des coûts du cacao pour stabiliser ses marges, malgré des défis persistants aux États-Unis et une stabilisation en Europe. Alors voyons un petit peu cette histoire d'indicateurs techniques survendus. Donc vous voyez ici le prix du cacao en noir avec la moyenne mobile à 1 an et à 5 ans. Donc vous voyez, le cacao est passé sous sa moyenne mobile à 5 ans, mais reste donc pour la première fois, est passé sous sa moyenne mobile à 5 ans, alors qu'il était déjà bien sous sa moyenne mobile à 1 an. Mais si on regarde ici les Z-scores, donc les écarts types, donc c'est des indicateurs d'écart à la moyenne des prix à 3 mois et à 1 an, on voit qu'on est à moins 2,3 écarts types et à moins 2 écarts types, donc ce qui est extrêmement faible. La dernière fois, ça datait de 2023. Et même à 5 ans, on est passé pour la première fois depuis des années dans les valeurs négatives, mais en tout cas à très long terme, moins 0,3, ce n'est pas survendu, mais en tout cas à court terme, à 3 mois et à 1 an, on est extrêmement survendu. À voir si ça va permettre de soutenir les prix dans le futur. Toujours sur le cacao, StoneX prévoit un excédent de 287 000 tonnes pour 2025-2026 et de 267 000 tonnes pour 2026-2027. Les stocks mondiaux sont en hausse et ils ont atteint 1,1 million de tonnes, ce qui est une hausse de 4,2% sur un an selon l'ICCO. La mouture, donc c'est-à-dire la demande, la transformation, a chuté de 8,3% en Europe. Vous le savez, la demande européenne a été complètement détruite, c'est ce qu'on voit ici. Elle a aussi été ravagée de 4,8% en Asie, mais a légèrement augmenté en Amérique du Nord. Le cacao se négocie désormais à un tiers de ses sommets de 2024, mais les prix du chocolat restent élevés en raison des coûts antérieurs et des marges élevées des fabricants pour compenser les pertes passées. Une baisse des prix du cacao pourrait théoriquement réduire les prix du chocolat, notamment au supermarché, à partir du second semestre 2026. Ça met toujours du temps parce qu'il y a toujours des contrats à terme entre les transformateurs et les fournisseurs, et ces contrats à terme prennent du temps à se réactualiser. Le cacao réintègre l'indice Bloomberg Commodity Index en 2026, ce qui pourrait attirer en tout cas une liquidité accrue sur le marché à terme, mais aussi une capitulation des positions spéculatives acheteuses. Les positions ouvertes, donc l'open interest, c'est-à-dire le nombre de positions ouvertes, reste élevé, mais les spéculateurs sont plutôt orientés à la baisse, d'après le rapport CFTC. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc vous le voyez ici avec les positions nettes. Donc vous voyez en bleu le prix du cacao et en rouge les positions nettes. Les positions nettes, c'est quoi? Ce sont les positions longues moins les positions courtes. Et vous voyez que ces positions nettes se sont effondrées. Elles se sont à la fois effondrées parce qu'on a eu une baisse des positions longues, qu'on voit ici en vert, mais elles se sont plutôt stabilisées maintenant, et c'est surtout les positions courtes qui explosent. Donc il y a vraiment les spéculateurs à la vente, les spéculateurs baissiers, qui sont en train de prendre le pouvoir sur le cacao. Alors, je le dis assez souvent, le marché a tendance à avoir de l'humour, à être un petit peu contrarien, et quand tout le monde commence à penser la même chose, parfois le marché a tendance à faire l'inverse, donc à voir si c'est ce qu'il va encore se passer. Si vous voulez en savoir plus sur ce graphique, nous avons fait une vidéo éducative sur le rapport CFTC pour pouvoir le refaire vous-même et comprendre un petit peu comment ces données sont établies, et vous pourrez le retrouver en description. On finit avec le gaz naturel, où le pire de l'hiver est passé. Vous le savez, il y a eu une vague de froid énorme
aux États-Unis et c'est enfin en train de se terminer. Le pire de l'hiver américain semble passer, les degrés jours de chauffage sont désormais en dessous de la moyenne sur 5 ans. La production de gaz, elle est remontée au-dessus de 100 milliards de pieds cubes. C'est ce dont je vous parlais la semaine dernière, vous vous en souvenez, cette production s'était effondrée, notamment parce qu'il faisait trop froid pour produire en réalité. Et c'est bon, on est revenu à des niveaux bien supérieurs au plus haut de 5 ans. Pour rappel, ça c'est la moyenne à 5 ans, le plus haut de 5 ans, le plus bas de 5 ans. Donc voilà, la production est revenue, ce qui a fait une pression à la baisse sur les prix du gaz. Et c'est aussi un peu pour ça que le gaz a beaucoup baissé cette semaine. Les prévisions météo annoncent des températures supérieures à la moyenne sur presque tout le territoire américain pour les 2 prochaines semaines. La demande de chauffage devrait chuter en dessous des normes saisonnières dans les 7 prochains jours, en sachant que la demande est déjà en train de rechuter. Alors, elle est très élevée actuellement, toujours plus élevée que le plus haut de 5 ans, mais elle est en baisse et elle devrait continuer à baisser. Malgré un retrait important des stocks, donc là on est à on a perdu 242 milliards de pieds cubes, ceci reste 10% au-dessus des niveaux de 2025 et 5% au-dessus de la moyenne quinquennale, ce qui devrait limiter les risques s'il devait y avoir une nouvelle vague de froid. La demande de base pourrait rester soutenue grâce à la production d'électricité et à la hausse d'exportation de GNL, notamment vous le voyez ici, cette hausse de la demande d'électricité est toujours assez élevée, donc évidemment c'est de la demande ce qui soutient les prix, mais la production elle est quand même revenue, au niveau, l'offre de gaz est revenue. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds toujours à tout. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathéis Mouflet pour XTB.